Je m'appelle Joshua, j'ai 37 ans, et ma propre famille a essayé de me transformer en leur guichet automatique personnel avant de prévoir de me jeter à la rue. Avant que je vous raconte le moment où je les ai laissés avec absolument rien d'autre que leur propre cupidité. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé avec une lasagne. Ça semble ridicule, je sais, mais il faut comprendre le contexte. Pendant la majeure partie d'une décennie, ma relation avec mes parents, Patricia et Robert, et mon jeune frère, Eden, avait été au mieux glaciale. Nous étions le genre de personnes qui s'envoient des cartes de Noël et s'appellent en cas d'urgence. J'étais le mouton noir, non pas parce que j'étais un criminel ou un raté, mais parce que je refusais de jouer selon leurs règles. Je n'ai pas rejoint le cabinet de conseil en construction en faillite de papa. Je n'ai pas renfloué Eden chaque fois qu'il faisait un mauvais pari. J'ai suivi ma propre voie, je suis devenu architecte, j'ai travaillé 80 heures par semaine et j'ai construit une vie qui était entièrement la mienne. Mon sanctuaire était un appartement en attique dans le centre-ville. Ce n'était pas seulement un endroit pour dormir. C'était un symbole. C'était la preuve que je n'avais pas besoin d'eux pour survivre. Puis, il y a 3 mois, la lasagne est apparue. Je venais de rentrer d'une visite de chantier épuisante. Mes bottes étaient poussiéreuses, ma cravate était défaite, et tout ce que je voulais, c'était un scotch et le silence. Mais quand je suis sorti de l'ascenseur, qui s'ouvrait directement sur mon hall d'entrée, j'ai senti l'odeur du basilic et de l'ail rôti. Ma mère était dans ma cuisine. Surprise, a-t-elle gazouillé, s'essuyant les mains sur un torchon que je ne possédais certainement pas. Elle portait des perles et un pull en cachemire, ayant l'air en tout point de la matriarche attentionnée. Papa était assis sur mon canapé en cuir italien, lisant un magazine, et Eden était sur le balcon, fumant une cigarette et se penchant dangereusement près de ma rambarde. « Maman, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol. Comment es-tu entré ? » ?»« Oh, ne sois pas bête, Josh, » a-t-elle dit en sortant un plat fumant du four. Le portier, Victor, se souvient de nous. Je lui ai dit que nous voulions surprendre notre architecte préféré avec un repas fait maison. Tu as l'air mince. As-tu bien mangé ? Mon estomac s'est noué, non pas de faim, mais à cause du ton. Il était chaleureux, trop chaleureux. C'était le genre de chaleur qui précédait habituellement une demande d'argent. Mais j'étais fatigué, et la nourriture sentait bon, alors j'ai baissé ma garde. Juste un peu. Je vais bien, maman, dis-je en me dirigeant vers le réfrigérateur pour prendre de l'eau. Mais la prochaine fois, appelle d'abord. J'aurais pu être en réunion ici. N'importe quoi, a lancé papa depuis le canapé. Il n'a pas levé les yeux du architectural digeste qu'il feuilletait. La famille n'a pas besoin de rendez-vous. Au fait, cet endroit. La valeur marchande a dû monter en flèche depuis l'ouverture de l'extension du métro à proximité. Sur quoi es-tu assis ici ? 2 millions ? 3. La question était désinvolte, mais ses yeux étaient vifs. Il parcourait la pièce, évaluant les luminaires, l'art, la vue. C'était moins un père rendant visite à son fils qu'un expert évaluant une saisie. Je n'ai pas vérifié, papa, ai-je menti. Je vérifiais la valeur tous les mois. C'était mon principal atout. Pourquoi ? Juste curieux, a-t-il haussé les épaules, fermant finalement le magazine. C'est un grand espace pour un seul homme. Beaucoup d'entretien, beaucoup d'impôts. Je gère, dis-je sèchement. Nous nous sommes assis pour dîner. C'était surréaliste. D'habitude, les dîners de famille impliquaient des questions sur pourquoi je n'étais pas encore marié ou pourquoi je n'aidais pas Eden à trouver un emploi dans mon cabinet. Ce soir, c'était des compliments. Des compliments sucrés à n'en plus finir. Ce comptoir en marbre est exquis, a dit maman en caressant la pierre. Tu as un goût si raffiné, Joshua. Contrairement à la plupart des gens de ton âge. Et l'emplacement, a ajouté Eden, la bouche pleine de fromage, à distance de marche des meilleurs clubs. Te rends-tu compte de la chance que tu as, mon frère ? Eden avait 32 ans, mais il s'habillait et agissait toujours comme un étudiant de 2e année en vacances de printemps. C'était l'enfant chéri. Pendant que je trime en études supérieures, Eden se trouvait en Europe aux frais de papa. Quand j'ai eu ma première promotion, Eden a eu une conduite en état d'ivresse que la famille a étouffée. Il était charmant, beau et entièrement inutile. Ce n'est pas de la chance, Eden, dis-je, incapable de me retenir. C'est du travail.
C'est une hypothèque. D'accord, d'accord, a-t-il agité une fourchette avec dédain. Mais quand même. Bel appart. Tout au long du repas, la conversation revenait sans cesse sur mes finances, pas directement, mais en large cercle de requins. Maman a demandé si j'avais un bon avocat pour ma planification successorale. Papa a demandé les taux d'intérêt de mes prêts. Ils pêchaient. Je ne savais tout simplement pas encore ce qu'ils essayaient d'attraper. Après le dîner, je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, je me suis arrêté dans le couloir. L'acoustique du Penthouse était délicate. Le son se propageait de manière inattendue. J'entendais un bruissement venant de mon bureau. J'y suis entré silencieusement. Eden était debout près de mon bureau en acajou. Il ne se contentait pas de le regarder. Il avait un des tiroirs ouverts. Le tiroir où je gardais mon passeport, mes relevés bancaires et mon titre de propriété. « Tu cherches quelque chose ?» demandai-je, ma voix résonnant sur le parquet. Eden sursauta, claquant le tiroir. Il se retourna. Un sourire coupable plaqué sur son visage. « Ouah, tu m'as fait peur, mon frère. Je cherchais juste un briquet. J'ai laissé le mien sur le balcon. Il n'y a pas de briquet dans mon classeur, Eden. » Il rit. Un son nerveux et cassant. Ouais, je m'en suis rendu compte. Et, détends-toi. Tu es si coincé. J'admirais juste les meubles. Papa a raison. Tu as vraiment bien réussi. Je me suis approché de lui, entrant dans son espace personnel jusqu'à ce qu'il recule. Sors de mon bureau. Nous sommes retournés au salon, mais l'ambiance avait changé. Je les ai vus échanger des regards, un triangle de communication silencieux dont j'avais été exclu toute ma vie. On devrait y aller, dit papa en se levant et en vérifiant sa Rolex. Une montre que je savais qu'il avait achetée à crédit il y a des années. Laisse l'homme se reposer. On reviendra bientôt, dit maman en me serrant dans ses bras. Son étreinte semblait serrée. Possessive. On a été distants trop longtemps, Joshua. Cette fois, on a agi comme une famille. On s'inquiète pour toi, tout seul dans cette grande forteresse. Je ne suis pas seul, dis-je. J'ai une vie. Mais la famille, c'est pour toujours, a-t-elle murmuré à mon oreille. Cela ressemblait moins à une promesse qu'à une menace. Après leur départ, je ne suis pas allé dormir. J'ai versé ce scotch et j'ai fait le tour de mon appartement. Il semblait souillé. L'air sentait son parfum et les cigarettes d'Eden. Je suis allé à mon bureau et j'ai vérifié le tiroir. Rien ne manquait, mais les papiers avaient été mélangés. Mon titre de propriété était au-dessus de la pile. Il n'y était pas avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 5 ans de contact minime, m'apportait-il soudainement des lasagnes et me posait-il des questions sur mes impôts fonciers? Je me suis assis à mon ordinateur et j'ai consulté mes comptes bancaires. Tout était sécurisé. J'ai vérifié mon rapport de crédit. Pas d'activité inhabituelle, mais mon instinct me hurlait dessus. Dans mon métier, on apprend à chercher les fissures de contrainte avant que le bâtiment ne s'effondre. On cherche les signes subtils que les fondations bougent. C'était un mouvement. J'ai décidé que je n'allais pas attendre que le plafond s'effondre. Le lendemain matin, j'ai appelé une société de sécurité avec laquelle j'avais travaillé sur un projet commercial. J'ai besoin d'une mise à niveau, ai-je dit au technicien. Surveillance intérieure, haute définition, enregistrement audio, et je veux qu'elle soit cachée. Détecteur de fumée, bouche d'aération, étagère, invisible. Des problèmes avec le personnel de nettoyage, a-t-il demandé. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Ils ont installé le système 2 jours plus tard. Je me sentais paranoïaque en le faisant. J'avais l'impression de les trahir d'une certaine manière. C'étaient mes parents, après tout. Peut-être qu'ils voulaient vraiment juste renouer le contact. Peut-être qu'ils vieillissaient et réalisaient que leur fils aîné leur manquait. Peut-être que j'étais juste un homme cynique et endurci qui ne pouvait pas accepter l'amour. Mais ensuite je me suis souvenu de la main d'Eden dans le tiroir de mon bureau. Je me suis souvenu de la faim dans les yeux de papa quand il regardait les sols en marbre. J'ai synchronisé les caméras sur mon téléphone et j'ai attendu. Ça n'a pas pris longtemps. Le piège de miel avait été posé, mais il ne réalisait pas que c'était moi qui tenais le détonateur. Les caméras étaient en direct, clignotant silencieusement dans les coins de ma vie. Pendant la première semaine,
elles n'ont rien capturé d'autre que ma femme de ménage époussetant les stores et moi faisant les 100 pas tard le soir lors d'appels de conférence. Mais la dynamique avec ma famille avait changé de vitesse. Ils accéléraient. Maman a commencé à m'envoyer des textos tous les matins. Bonjour, mon fils qui a réussi. Passe une journée bénie. Ne travaille pas trop. C'était un barrage d'affection qui semblait aussi naturel qu'une fleur en plastique. Puis est venue la demande. Eden fait des travaux dans son appartement, m'a dit maman au téléphone un mardi. Sa voix tremblait légèrement. Une performance que je connaissais bien. De la moisissure toxique. Peux-tu le croire? Le pauvre garçon n'a nulle part où aller. Nous le prendrions bien. Mais ton père transforme la chambre d'amis en bureau et avec son mal de dos. Hôtel, dis-je en tapant un email pendant que je parlais. Je paierai pour une semaine au Marriott. Oh, Joshua, un hôtel, c'est si froid, si impersonnel. C'est ton frère. Il a juste besoin d'un pied-à-terre pour quelques jours. Il ne te dérangera pas. Il a promis d'être aussi silencieux qu'une souris. Il fume, maman. Je n'autorise pas la fumée. Il fumera dehors. S'il te plaît, Josh, fais-le pour moi. Je ne peux pas dormir en sachant qu'il saute d'un canapé d'amis à l'autre. J'ai soupiré. C'était ma faille fatale. Le désir persistant de lui plaire, d'être enfin le bon fils qu'elle a toujours prétendu que je n'étais pas, 3 jours, c'est tout. Et il dort dans la chambre d'amis, pas sur mon canapé. Tu es un ange, a-t-elle gloussé. Eden est arrivé avec 3 valises pour un séjour de 3 jours. Merci, frangin, a-t-il dit en laissant tomber ses sacs sur mon parquet, et raflant la finition. Bel endroit pour crécher. La routine de la souris silencieuse a duré exactement 4 heures. Le lendemain, en rentrant du travail, l'appartement ressemblait à une maison de fraternité qui avait explosé. Il y avait des bouteilles de bière vides sur le comptoir. La télé hurlait du sport au volume maximum. Il avait commandé pour $60 de pizza sur mon compte, j'avais une carte enregistrée à la pizzeria locale, et avait laissé les croûtes dans la boîte sur la table basse, mais j'ai mordu ma langue. 3 jours, me suis-je dit. Patience stratégique. Je me suis retiré dans ma chambre, verrouillant la porte. J'ai vérifié le flux de la caméra du salon. Eden était au téléphone. Ouais, je suis dedans, disait-il, les pieds posés sur ma table basse. C'est top. Vue du dernier étage sur tout l'horizon. Non, il est là, mais il se cache dans sa chambre comme un ermite. Écoute, amène les filles demain. Il travaille tard le jeudi. On aura l'appart pour nous seuls. J'ai grincé des dents. Il prévoyait une fête chez moi. Je lui ai envoyé un texto. Pas d'invité, point. Il a regardé son téléphone, a levé les yeux au ciel et n'a pas répondu. Le jeudi est arrivé. J'avais une présentation cruciale avec un client, visant une promotion massive qui assurerait mon partenariat dans l'entreprise. J'ai quitté la maison à 6 heures du matin. Ne touche à rien, ai-je dit à un Eden endormi. Mouais, a-t-il grogné dessous les couvertures. Ma journée a été un tourbillon de plans et de négociations. J'ai réussi la présentation. Mon patron, Marcus, m'a serré la main et a laissé entendre que le partenariat était pratiquement acquis. J'étais aux anges. J'ai décidé de partir plus tôt, peut-être de prendre un steak de célébration sur le chemin du retour. Je suis entré dans mon parking à 16 heures. Ma place était vide. Mon estomac est tombé à travers le plancher. Je conduisais une Porsche 911 Turbo et c'était ma fierté et ma joie, la seule extravagance que je me permettais. Elle était élégante, noire et incroyablement puissante. Et elle avait disparu. J'ai garé mon SUV de banlieue et j'ai couru vers le portier. Victor, où est ma voiture? Victor était pâle. Monsieur Vance, votre frère. Il l'a prise il y a environ 1 heure. Il a dit que vous lui aviez donné la permission. Il avait les clés. J'avais un double des clés dans le tiroir de la cuisine. Le tiroir à bric-à-brac. Eden a dû les trouver. Je ne lui ai pas donné la permission, dis-je, ma voix dangereusement basse. J'ai sorti mon téléphone pour suivre le GPS de la voiture. Elle se déplaçait vite. Trop vite. Elle était sur l'autoroute, sortant de la ville. J'étais sur le point d'appeler la police pour la déclarer volée quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
Ici le sergent Miller du 4e commissariat. Est-ce que je parle à Joshua Vance? J'ai fermé les yeux. Oui. Nous avons un monsieur Eden Vance en garde à vue. Il conduisait une Porsche immatriculée à votre nom. Il a été arrêté pour conduite imprudente et suspicion de conduite en état d'ivresse. Il a heurté une voiture en stationnement. La rage qui m'a envahi était froide et vive. Ce n'était pas la colère chaude et hurlante. C'était la clarté glaciale d'un homme qui en a fini. La voiture est-elle conduisible, ai-je demandé. À peine. Elle est remorquée à la fourrière. Gardez-le là-bas, dis-je. J'arrive. Je ne me suis pas pressé. Je suis monté, j'ai changé mon costume pour un jean et un t-shirt. J'ai bu un verre d'eau. J'ai regardé le coucher du soleil. Puis j'ai pris un Uber pour le commissariat. Eden était assis dans une cellule de détention, l'air débraillé et sentant la vodka bon marché. Quand il m'a vu, il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air agacé. Tu en as mis du temps, a-t-il marmonné. Sors-moi de là. Ces flics sont des blagues. Tu as volé ma voiture, Eden. Tu as détruit ma voiture. Je ne l'ai pas volée. Je l'ai empruntée. On est une famille. Ce qui est à moi est à toi, non? J'ai payé sa caution, non pas parce que je voulais l'aider, mais parce que maman avait fait exploser mon téléphone pendant la dernière heure, criant que son bébé était en cage. J'avais besoin de le sortir pour passer à la phase suivante de ce cauchemar. Nous sommes retournés à mon appartement en silence. Je l'ai déposé sur le trottoir. Prends tes affaires, dis-je. Tu pars ce soir. Tu ne peux pas me mettre dehors, ricana Théil. Maman a dit. Je me fiche de ce que maman a dit. Prends tes sacs. Il est monté, a attrapé ses valises et est redescendu. Mais avant qu'il ne monte dans le taxi, j'ai appelé. Maman et papa sont arrivés. Ils ont dû conduire comme des fous pour arriver là. Maman a sauté de la voiture, des larmes coulant sur son visage. Elle est passée en courant devant moi et a serré Eden dans ses bras. Oh, mon pauvre bébé. Es-tu blessé? T'ont-ils fait du mal? Je vais bien, maman, a gémi Eden, me lançant un regard triomphant. Josh est juste un con à propos de la voiture. C'est juste une égratignure. Je suis resté là, sur le trottoir, à regarder ce spectacle. Il a démoli une voiture à 200 000 $, maman. Il était ivre. Papa s'est avancé, le visage rouge, mais il n'était pas en colère contre Eden. Il pointait un doigt vers moi. L'argent? A craché papa. C'est tout ce qui t'importe. Un bout de métal. Ton frère aurait pu être tué. Et tu t'inquiètes pour ta prime d'assurance. Il l'a prise sans demander, papa. C'est du vol. C'est ton frère. A hurlé maman en se tournant vers moi. Comment peux-tu être si sans cœur? Tu as tellement et tu ne peux même pas partager une voiture. Tu as cet immense appartement, ce travail de luxe, et tu te comportes comme un avare. On t'a mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour être responsable, dis-je calmement. Eden a 32 ans. Arrêtez de le materner. On le ramène à la maison, a déclaré papa. Et on va avoir une discussion sérieuse sur ton attitude, Joshua. Tu as changé. Tu te crois meilleur que nous. Je ne me crois pas meilleur, dis-je en les regardant charger les bagages d'Eden dans leur coffre. Je pense juste que j'ai des limites. Les limites, c'est pour les étrangers, a sifflé maman en montant dans la voiture. La famille partage tout. Alors qu'il s'éloignait, me laissant sur le trottoir sans ma Porsche, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle le pensait, littéralement. La famille partage tout. Je suis remonté aux pentouses. Le silence était lourd. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé les enregistrements de la caméra des 3 derniers jours. Je devais savoir exactement ce qu'Eden avait fait chez moi quand je n'étais pas là. J'ai parcouru la chronologie. Boire, dormir, regarder la télé. Et puis je l'ai trouvé. Mercredi, 14 h. Maman et papa étaient venus pendant que j'étais au travail. Eden les a laissés entrer. Ils se sont assis à ma table à manger. Pas pour manger. Ils avaient des documents étalés. J'ai augmenté le volume au maximum. Le son était net. Es-tu sûr que ça marchera, Rob, a demandé maman,
la voix basse. Il le faut, a répondu papa. L'entreprise est sous l'eau, Patricia. On a 3 mois avant que les créanciers ne saisissent la maison. On a besoin d'une bouée de sauvetage. Josh ne nous donnera pas l'argent comme ça, a dit Eden, les pieds sur la table. Il est radin. Il n'aura pas à le donner, a dit papa en tenant une feuille de papier. On a juste besoin qu'il signe la procuration. On lui dit que c'est pour la planification successorale, comme on en a parlé. Une fois que j'aurai le contrôle de ses biens, je pourrai utiliser cet appartement comme garantie contre la dette. Mon sang s'est glacé. Je suis resté assis là, figé, fixant l'écran. Et s'il le découvre, a demandé maman. Le temps qu'il le découvre, a dit papa en souriant d'un sourire que je n'avais jamais vu auparavant, il sera trop tard. On aura l'argent. Eden aura son fonds universitaire de retour, que je sais qu'on a dépensé. Désolé, fiston. Et Josh? Eh bien, Josh peut toujours gagner plus d'argent. C'est le plus intelligent, non? Ils ont tous ri. Ce n'étaient pas seulement de mauvais invités. C'étaient des voleurs. Ils complotaient pour liquider ma vie afin de payer leurs erreurs. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, la lumière de l'écran baignant mon visage. La tristesse avait disparu. La colère avait disparu. Tout ce qui restait était un plan. Pendant longtemps, je suis resté assis là, dans le noir, à rejouer cet extrait. Josh peut toujours gagner plus d'argent. C'est le plus intelligent, non? La cruauté désinvolte de la chose était ce qui faisait le plus mal. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le mépris total de mon humanité. Pour eux, je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais une ressource. J'étais un filon d'or qu'ils avaient découvert et qu'ils prévoyaient d'exploiter à ciel ouvert jusqu'à l'effondrement de la montagne. Je devais connaître toute l'étendue des dégâts. Papa avait mentionné que l'entreprise était en difficulté. J'avais besoin de preuves. Eden, dans sa paresse infinie, avait connecté son ordinateur portable à mon réseau Wi-Fi et laissé le partage de fichiers activé. Je n'ai même pas eu besoin d'être un hacker. J'ai simplement accédé à son dossier public depuis mon bureau. C'était une décharge numérique de sa vie. Des films téléchargés, de la musique et un dossier intitulé « Documents scannés ». Je l'ai ouvert. C'était une mine d'or de désastre. Il y avait des lettres scannées de la banque adressées à mon père. Avis final de défaut de paiement, intention de saisie. Il y avait des documents de procès concernant des frais d'entrepreneur impayés. Et le plus accablant de tous, il y avait un échange de mails entre papa et un prêteur à l'air louche, discutant d'un prêt relais avec un taux d'intérêt qui frisait le criminel. Papa n'était pas seulement fauché. Il était endetté de plusieurs millions. Il avait hypothéqué leur maison, l'entreprise et même leur compte de retraite. Il se noyait, et il voyait mon Pantouse comme le seul canot de sauvetage assez grand pour les sauver. Le plan était simple, selon l'audio que je n'arrêtais pas d'écouter. Il voulait que je signe une procuration limitée, ostensiblement pour les aider à gérer de futurs problèmes de droit de succession qu'ils allaient inventer. Mais le document que papa tenait dans la vidéo n'était pas limité. C'était une procuration générale et durable. Cela lui donnerait le droit légal de vendre, d'hypothéquer ou de transférer ma propriété sans mon consentement. Ils allaient vendre ma maison sous mon nez, payer leurs dettes et me laisser avec l'hypothèque. Je me suis senti physiquement malade. Je suis allé à la salle de bain et je me suis passé de l'eau froide sur le visage. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air d'une victime. Non, dis-je au reflet. Pas cette fois. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail. J'avais besoin de rassembler ma propre équipe. J'ai appelé mon avocat, Evans. C'était un requin en costume 3 pièces, le genre de gars qui mange des contrats au petit déjeuner. Evans, j'ai une situation, dis-je. J'ai besoin que tu libères ton emploi du temps pour 1 heure. Je l'ai rencontré dans un café loin de mon bureau et de mon appartement. Je lui ai fait écouter l'enregistrement et je lui ai montré les documents scannés. Evans a écouté, le visage impassible. Quand l'enregistrement s'est terminé, il a pris une lente gorgée de son espresso. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude, a dit Evans. On pourrait aller à la police tout de suite. Ton père admet son intention sur bande. Pas de police, dis-je. Pas encore. Si je les arrête, ça devient un scandale public.
Mon cabinet déteste les scandales. Je suis en lice pour devenir associé, Evans. Si mon drame familial éclabousse les journaux, les associés pourraient avoir les pieds froids. Je dois gérer ça discrètement. Je dois les neutraliser. Alors, quel est le plan, a demandé Evans. Je dois protéger les actifs, dis-je. Et puis je dois les laisser penser qu'ils ont gagné. Je veux qu'ils s'engagent. Je veux qu'ils signent leur nom sur le mensonge. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer un plan. C'était complexe. Cela nécessitait un timing parfait. D'abord, la maison. Je ne pouvais pas simplement la vendre. Le registre public alerterait papa. Il surveillait probablement les annonces immobilières. Transférez-la dans un trust, a suggéré Evans. Le Evans Blind Trust. Vous le contrôlez, mais le registre de propriété change. Il faut quelques semaines pour que le site web du greffier du comté mette à jour les détails spécifiques, mais le transfert légal est immédiat. Faites-le, dis-je. Et la voiture? La Porsche est détruite, Josh, m'a rappelé Evans. Je sais. J'ai besoin d'une nouvelle voiture, quelque chose qui crie et je liquide mes actifs. J'ai quitté la Réunion et je suis allé directement chez un concessionnaire de voitures d'occasion. J'ai acheté une Honda Civic de 5 ans. Elle était fiable, ennuyeuse et tout à fait moyenne. Puis je suis rentré chez moi et j'ai préparé la scène. J'ai commencé à décrocher les œuvres d'art coûteuses des murs. J'ai emballé les vases en cristal. J'ai fait en sorte que l'appartement ait l'air légèrement plus vide, légèrement plus triste. Ce soir-là, j'ai appelé maman. Josh, a-t-elle répondu au premier coup de sonnette. Tu appelles pour t'excuser auprès de ton frère? J'ai forcé ma voix à se briser. J'y ai injecté un tremblement de peur. Maman, j'ai des ennuis. Silence à l'autre bout. Puis son ton a changé instantanément, passant de l'agressivité à une inquiétude prédatrice. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché, ai-je menti? Les investissements. J'ai fait de mauvais choix. L'effet de levier crypto. Tout est parti. Maman, je pourrais perdre le partenariat. Je pourrais tout perdre. Oh, Joshua, a-t-elle dit, et je pouvais pratiquement l'entendre sourire. Oh, mon pauvre. Ne t'inquiète pas. On est là. On peut t'aider. Je ne sais pas quoi faire, ai-je sangloté. Je me noie. Écoute-moi, a-t-elle dit d'un ton apaisant. Viens dîner demain. Apporte tes papiers financiers. Papa pourra les regarder. Il a tellement d'expérience en affaires. Il peut arranger ça. Tu crois? Je le sais. On est une famille. On survit ensemble. J'ai raccroché et j'ai regardé le mur blanc où un tableau de $10 000 était accroché. Échec et mat, ai-je murmuré. La nuit suivante, j'ai conduit la Honda Civic jusqu'à leur maison. Quand je suis entré dans l'allée, j'ai vu Eden regarder la voiture depuis la fenêtre. Il avait l'air confus. Bien. Le dîner fut une affaire sombre. J'ai parfaitement joué le rôle de l'homme brisé. Je portais une chemise froissée. Je ne m'étais pas rasé. J'ai à peine mangé. Alors, a dit papa en repoussant son assiette. À quel point c'est grave? Grave, dis-je en mettant ma tête dans mes mains. J'ai besoin de liquidité. J'ai besoin de protéger la valeur nette de l'appartement avant que les créanciers ne me poursuivent. Je pensais vendre, mais le marché est faible. Non, a interrompu papa trop rapidement. Ne vends pas. Pas encore. Si tu vends en situation de détresse, tu perdras de la valeur. Alors que dois-je faire? Papa a jeté un coup d'œil à maman. Transfère-nous la gestion, a-t-il dit en douceur. Cède la propriété à une société holding familiale. On peut la protéger. J'ai des relations. Je peux tenir les loups à distance pendant que tu te remets sur pied. Tu ferais ça pour moi, ai-je demandé en levant des yeux larmoyants. Après la façon dont j'ai traité Eden? De l'eau a coulé sous les ponts, a dit Eden en souriant. Il s'imaginait probablement déjà organiser des fêtes dans mon Pantouse d'ici le week-end. On te soutient, frangin. Papa a sorti un dossier de sous sa chaise. Il l'avait préparé. J'ai pris la liberté de rédiger quelques papiers. Juste des mesures de protection standard.
Ça me donne procuration pour gérer l'immobilier et les comptes bancaires afin que tu n'aies pas à gérer le stress. J'ai regardé le document. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Un arrêt de mort pour mon avenir financier. Je ne peux pas signer ça ce soir, dis-je. Le visage de papa s'est durci. Pourquoi pas? Je dois le rendre officiel, dis-je. Je veux le faire correctement. Je veux vous remercier comme il se doit. Samedi prochain, venez à l'appartement. J'aurai un notaire là-bas. On signera tout. Je porterai un toast. Je veux que les tantes et les oncles soient là aussi. Je veux que tout le monde sache que quand j'ai touché le fond, ma famille m'a sauvé. Les yeux de papa se sont illuminés. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait la gloire. Il voulait être le sauveur devant la famille élargie. Il voulait parader son succès devant ses frères et sœurs. Une fête? A applaudi maman. Ça a l'air charmant. Une célébration de la résilience. Exactement, dis-je. Invitez tout le monde. Tante Sarah, oncle Ben, les investisseurs avec qui tu travailles, papa. Invitez-les aussi. Laissez-les voir que la famille Vance est forte. Je le ferai, a dit papa, gonflé d'orgueil. J'inviterai tout le monde. J'ai quitté leur maison en me sentant sale mais satisfait. Ils avaient mordu à l'hameçon. Ils allaient amener un public à leur propre exécution. La semaine précédant la fête de la signature a été la plus longue de ma vie. Je devais maintenir la mascarade d'un homme au bord de l'effondrement tout en orchestrant simultanément une manœuvre juridique et logistique complexe. J'ai revu Evans. Le trust est actif, a confirmé Evans en faisant glisser un dossier sur son bureau. L'acte de propriété du Penthouse est maintenant détenu par le trust Aurora. Vous en êtes le seul bénéficiaire, mais légalement, Joshua Vance ne possède plus la propriété. Et la vente, ai-je demandé. J'ai un acheteur représentant une société de logement d'entreprise. Ils sont prêts à conclure dans 48 heures. Ils veulent la propriété vacante d'ici le 1er du mois. Parfait, dis-je. Josh, Evans s'est penché en avant, son expression sérieuse. Une fois que vous aurez signé ce contrat de vente, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous vendez la maison de vos rêves. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça juste pour les contrarier? Ce n'est pas seulement de la rancune, Evans. C'est de la survie. Si je garde cet appartement, ils ne cesseront jamais de venir le chercher. Ils savent où j'habite. Ils ont des clés où ils en obtiendront. Je dois brûler la terre. Je dois disparaître de leur radar. J'ai signé les papiers. Ma main n'a pas tremblé. Ensuite, je me suis attaqué au déménagement physique. Je ne pouvais pas avoir de camion de déménagement garé devant. Papa ou ses espions, probablement tante Sarah, qui a toujours aimé les commérages, pourraient voir. J'ai engagé une entreprise de déménagement spécialisée qui faisait des déménagements de nuit en gants blancs. Pendant 3 nuits, entre 2h et 5h du matin, ils sont venus. Ils ont pris les meubles, les livres, les vêtements. Ils ont tout emballé dans des camionnettes banalisées. Le vendredi matin, le Penthouse était un décor de théâtre. J'ai laissé les gros meubles, le canapé, la table à manger, le lit, pour qu'il n'ait pas l'air vide pendant la fête. Mais les tiroirs étaient vides, les placards étaient nus. Ma vie personnelle avait été mise en boîte et expédiée dans un entrepôt sécurisé de l'autre côté de la ville. J'ai également loué un nouvel appartement, pas un Penthouse cette fois. J'ai trouvé un endroit dans un immeuble de haute sécurité appelé le Sentinelle. C'était une forteresse. Accès par carte pour l'ascenseur, scanner biométrique pour le hall d'entrée et gardes armés 24h24. C'était cher, mais la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'ai payé 6 mois de loyer d'avance sous le nom d'une LLC. Pendant que j'effaçais mes traces, ma famille était occupée à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas encore. J'ai reçu des alertes sur mon téléphone. Eden regardait des voitures de sport. Maman avait pris rendez-vous avec un décorateur d'intérieur de luxe pour des rénovations d'une propriété en ville. Papa se vantait auprès de ses créanciers qu'un événement de liquidité majeur était imminent. Ils étaient si confiants. Ils pensaient que j'étais un chien battu qui se roulait sur le dos pour montrer son ventre. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un texto d'Eden. « Et frangin, est-ce que je peux inviter Chloé à la fête? Elle meurt d'envie de voir la vue. » Chloé était sa petite amie intermittente. J'ai répondu « Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. »
Je voulais des témoins. Je voulais que Chloé, qui savait comment Eden traitait les gens, voie la vérité. Je voulais que les investisseurs que papa essayait d'impressionner voient exactement quel genre d'homme était Robert Vance. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon canapé dans l'appartement qui résonnait. La Honda Civic était garée en bas. Ma Porsche avait disparu. L'assurance avait fait un chèque, qui est allé directement sur le nouveau compte bancaire caché. Mes vêtements avaient disparu. J'ai ressenti une étrange tristesse. J'aimais cet appartement. J'aimais la lumière du matin. J'aimais le sentiment de réussite qu'il me donnait. Mais j'ai réalisé que tant que j'étais attaché à cet endroit, j'étais attaché à eux. Ils voyaient mon succès comme leur propriété. Pour être libre, je devais lâcher prise. J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié l'enregistrement audio de la nuit du piège à miel une dernière fois. Je l'ai modifié. Je l'ai synchronisé avec les fichiers de l'ordinateur portable d'Eden, les avis de dette, les avertissements de saisie. J'ai créé un diaporama simple et brutal. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'énorme téléviseur de 85 pouces qui dominait le mur du salon. J'ai caché les câbles. J'ai posé la télécommande sur la table basse. Tout était prêt. J'ai dormi sur le matelas nu avec juste une couverture cette nuit-là. C'était la dernière nuit que je passerais dans la maison que j'avais construite. Je m'attendais à faire des cauchemars, mais pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé avec le lever du soleil, regardant la lumière frapper les gratte-ciel de la ville. Aujourd'hui est le jour, dis-je à la pièce vide. J'ai pris une douche, j'ai mis mon plus beau costume. Pas le look froissé et déprimé que j'avais porté pour le dîner, mais mon costume de pouvoir, bleu marine, taillé, impeccable. J'ai attendu. À 18h, le buzzer a sonné. Monsieur Vance, a dit Victor le portier par l'interphone. Vos invités arrivent. Une sacrée foule. Faites-les monter, Victor, dis-je. Faites-les tous monter. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et le bruit s'est déversé instantanément. Il n'y avait pas que maman, papa et Eden. Il y avait au moins 20 personnes. Tante Sarah était là, portant un chapeau trop grand pour l'intérieur. Oncle Ben, une poignée de mes cousins, et surtout, 3 hommes en costume cher mais mal ajustés que j'ai reconnus comme étant les associés de papa, les gens à qui il devait de l'argent. Papa est entré comme s'il était chez lui. Littéralement. Il est passé devant moi en me tapant sur l'épaule d'une main lourde et condescendante. Joshua, content de te voir, fiston. Garde la tête haute, a-t-il murmuré. Ne t'inquiète pas pour le costume. On te redonnera l'air d'un homme qui a réussi bientôt. Il pensait que je portais le costume pour cacher ma honte. Il n'en avait aucune idée. Maman s'affairait, jouant l'hôtesse dans une cuisine qui n'était pas la sienne. Elle avait fait appel à des traiteurs, à crédit, je suppose. Des serveurs passaient avec du champagne. Tout le monde, a annoncé maman en tapant une cuillère contre un verre. Bienvenue. Tellement heureuse que vous ayez tous pu venir à notre petite réunion de famille. Eden était près de la fenêtre avec Chloé, montrant l'horizon. Ouais, je pense mettre un jacuzzi sur le balcon, l'ai-je entendu dire. Josh n'a jamais utilisé l'espace, non? Je suis resté près de la cheminée, tenant un verre d'eau. Je les ai regardés. C'étaient des vautours picorant une carcasse avant même que l'animal ne soit mort. Les investisseurs acculaient papa près du bar. Robert, a dit l'un d'eux, sa voix basse mais audible pour moi. Vous avez dit que le transfert a lieu aujourd'hui. On a besoin de cette assurance. Ça se passe tout de suite, a promis papa, transpirant légèrement. Le notaire est là. Une fois qu'il aura signé, on pourra utiliser la valeur nette comme garantie. Vous aurez votre argent d'ici lundi. C'était l'heure. Le notaire, un petit homme nerveux que papa avait engagé, s'est installé sur la table à manger. Il a étalé les documents, la procuration générale et durable, le transfert de l'acte de propriété. Papa m'a fait signe de venir. Joshua, viens. Débarrassons-nous des formalités pour pouvoir célébrer. La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. Tante Sarah me regardait avec pitié. Eden me regardait avec cupidité. Maman me regardait avec triomphe. Je me suis approché de la table. J'ai pris le stylo. Signe juste là, a dit papa en montrant la ligne. Et ici, et une initiale là. J'ai regardé le papier.
Puis j'ai regardé papa. Tu sais, papa, dis-je, ma voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Je pensais à ce que tu as dit l'autre soir, sur le fait que la famille partage tout. Bien sûr, fiston, a dit papa en souriant crispement. Signe juste. Et je me suis dit, ai-je poursuivi en posant le stylo, que si nous partageons tout, nous devrions aussi partager la vérité. Le sourire de papa s'est effacé. Josh, qu'est-ce que tu fais? Les investisseurs attendent. Je sais, dis-je. Je pense qu'ils trouveront ça très intéressant. J'ai pris la télécommande sur la table et j'ai appuyé sur lecture. L'énorme écran de télévision derrière moi s'est allumé. Le son a rempli la pièce. C'était limpide. On a 3 mois avant que les créanciers ne saisissent la maison. On a juste besoin qu'ils signent. Une fois que j'aurai le contrôle de ces biens, je pourrai utiliser cet appartement comme garantie. Josh peut toujours gagner plus d'argent. C'est le plus intelligent, non? Le silence dans la pièce était absolu. C'était un vide. Papa est devenu pâle. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Maman a laissé tomber son verre de champagne. Il s'est brisé sur le sol en marbre. Le bruit comme un coup de feu. Sur l'écran, le diaporama a commencé. Diapositive 1, l'avis de saisie de la maison de mes parents. Diapositive 2, la lettre de défaut de paiement de l'entreprise de papa. Diapositive 3, la demande de prêt relais non autorisé utilisant mon nom comme garant, que j'avais trouvé dans les fichiers d'Eden. Les investisseurs ont halté. L'un d'eux s'est avancé. Robert, qu'est-ce que c'est? Vous avez dit que l'entreprise était solvable. Vous avez dit que c'était juste une expansion. C'est une erreur, a balbutié papa en regardant sauvagement de l'écran à moi. Joshua, éteins ça. Il est mentalement instable. Il a truqué ça. Vraiment, ai-je demandé. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Une vidéo a été diffusée. C'était l'enregistrement de sécurité d'Eden conduisant ma Porsche hors du garage. Puis une capture d'écran du rapport de police pour la conduite en état d'ivresse. Chloé a halté et a retiré sa main du bras d'Eden. Tu as dit que c'était ta voiture. Tu as dit que tu l'achetais. Je le suis, a hurlé Eden, le visage devenant violet. Josh, éteins ça. Non, dis-je. Ma voix était calme, stable et froide comme la glace. Je ne l'éteindrai pas parce que j'en ai fini de vous sauver. J'en ai fini d'être la banque. J'en ai fini d'être la ressource. Je me suis tourné vers le notaire qui avait l'air prêt à prendre ses jambes à son cou. Vous pouvez remballer. Je ne signe rien. Je me suis tourné vers les investisseurs. Mon père est en faillite. Il n'a aucun actif. Et si vous pensez que vous obtiendrez un centime de cet appartement, vous vous trompez. Joshua, a hurlé maman en se précipitant en avant. Arrête ça. Tu nous ruines. Je ne vous ai pas ruiné, dis-je. Vous l'avez fait vous-même. J'ai juste allumé la lumière. On a besoin de cette maison, a rugi papa, abandonnant la comédie. Il a frappé la table de son poing. Nous sommes tes parents. Tu nous le dois. Signe ces fichus papiers. Je ne peux pas, dis-je. Pourquoi pas? Parce que, dis-je en le regardant droit dans les yeux, je ne la possède plus. Papa se figea. Quoi? Je l'ai vendue, dis-je. Il y a 2 jours. La clôture a été finalisée ce matin. Les nouveaux propriétaires sont une société de logement d'entreprise. Ils prennent possession demain à 8 heures. Tu l'as vendu, murmura maman. Mais l'argent? Où est l'argent? Dans un trust, dis-je. Un trust irrévocable. Vous ne pouvez pas y toucher. Aucun tribunal ne peut y toucher pour vos dettes. Il a disparu. Il est en sécurité et il est à moi. La prise de conscience les a frappés comme un coup physique. La bouée de sauvetage était coupée. La tirelire s'était brisée d'elle-même. Les investisseurs se sont instantanément retournés contre papa. Robert, on doit parler. Dehors, maintenant. Attendez, a plaidé papa en attrapant la manche de l'investisseur principal. Je peux arranger ça. Il ment. Le transfert de l'acte de propriété est un registre public, dis-je. Vérifiez le site web du comté.
Il a été mis à jour il y a 1 heure. Le chaos a éclaté. Les investisseurs criaient. Maman sanglotait hystériquement sur le canapé. Eden essayait de s'expliquer à Chloé qui sortait par la porte. Tante Sarah envoyait frénétiquement des textos à quelqu'un. Je me suis tenu au milieu de la tempête, intact. Dehors, dis-je. C'est la maison de mon fils, a gémi maman. Plus maintenant, dis-je. Et comme je dois remettre les clés au nouveau propriétaire demain matin, propre et vide, vous devez tous partir maintenant ou j'appelle la police et je vous fais l'expulser pour violation de propriété. Et Eden, je pense que tes conditions de libération sous caution disent que tu n'es pas censé être près de l'alcool. Est-ce que ton agent de probation sait que tu es à une fête avec du champagne ouvert? Eden est devenu blanc. J'ai regardé ma montre. Vous avez 5 minutes. L'exode a été pathétique. Papa a essayé de maintenir une certaine dignité, redressant sa cravate alors que les investisseurs le traînaient pratiquement dans l'ascenseur pour discuter de la façon dont il allait les rembourser. Son visage était gris, de la couleur de la vieille cendre. Il ne m'a pas regardé. Il ne pouvait pas, maman a été la plus difficile à faire partir. Elle s'est accrochée au cadre de la porte, pleurant, passant des insultes aux supplications. Comment allons-nous vivre, a-t-elle sangloté. Ils vont prendre la maison, Joshua. Ils vont tout prendre. Vous auriez dû y penser avant d'essayer de voler la mienne, dis-je. Je suis ta mère. Alors agis comme telle, ai-je répondu et j'ai doucement mais fermement retiré sa main du cadre. Eden n'a pas dit un mot. Il m'a juste lancé un regard de pure haine non dissimulée. Il a attrapé une bouteille de champagne en sortant, a réalisé que je le regardais et l'a reposé. Il est parti la tête basse, Chloé l'ayant déjà abandonné dans le hall. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées sur le dernier d'entre eux, le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas solitaire. C'était propre. J'ai regardé l'appartement une dernière fois. Le verre brisé sur le sol, les murs vides. Ce n'était plus qu'une coquille maintenant. Un conteneur pour des souvenirs que je ne voulais plus garder. J'ai laissé la télécommande sur la table. J'ai laissé les clés sur le comptoir. J'ai pris mon unique sac de sport, la seule chose que j'avais gardée avec moi. Je suis sorti et je n'ai pas fermé à clé. Ce n'était plus mon problème. En bas, Victor se tenait à son bureau. Il avait l'air inquiet. Monsieur Vance, est-ce que tout va bien? C'était intense. C'est bon, Victor, dis-je. Je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque de $5000. C'est pour vous. Merci de toujours veiller sur moi, et de m'avoir parlé des lasagnes. Victor a regardé le chèque et ses yeux se sont agrandis. Monsieur Vance, je ne peux pas accepter ça. Et Victor, si quelqu'un demande, vous ne m'avez pas vu. Vous ne savez pas où je suis allé. Victor a hoché la tête solennellement. Compris, monsieur. Bonne chance. Je suis sorti du bâtiment. L'air du soir était frais. Un taxi jaune attendait au bord du trottoir. Je n'ai pas pris de Uber. Je ne voulais pas de traces numériques. Où allons-nous, a demandé le chauffeur. Le Sentinelle, dis-je. Alors que nous nous éloignions, j'ai retiré la carte SIM de mon téléphone. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis 10 minutes. Des textos de maman, des messages vocaux de papa, probablement des menaces de leurs avocats s'ils pouvaient s'en payer un. J'ai cassé la petite puce en plastique en deux et je l'ai laissée tomber dans le cendrier du taxi. Des ennuis, a demandé le chauffeur en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Plus maintenant, dis-je. Nous avons traversé la ville. J'ai regardé les lumières défiler. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été en 20 ans. Le poids des attentes, le fardeau d'être le responsable, l'anxiété constante d'attendre que le couperet tombe. Tout avait disparu. Je suis arrivé au Sentinelle. Le garde à la porte a vérifié ma carte d'identité sur une liste. Bienvenue chez vous, monsieur Vance, a-t-il dit. Oh. Je suis monté à mon nouvel appartement. Il était plus petit que le Penthouse. Il n'avait pas de sol en marbre, mais il était sécurisé. Personne n'avait de clé sauf moi. Je me suis assis sur le balcon du nouvel appartement, regardant une vue différente de la ville. J'ai ouvert une nouvelle bière, une bière bon marché, pas le vin importé que maman aimait. Elle était délicieuse. Je savais que les retombées ne faisaient que commencer pour eux. Les investisseurs allaient dépouiller l'entreprise de papa.
La banque allait saisir leur maison. Eden devrait trouver un travail ou un nouveau pigeon. Ils faisaient face aux conséquences de leurs propres actions pour la première fois de leur vie. Mais je n'étais pas là pour le voir. Je n'étais pas là pour arranger les choses. J'étais libre. 3 mois se sont écoulés depuis que je suis sorti de cet ascenseur. 3 mois depuis que j'ai fait exploser la bombe nucléaire sur ma vie de famille. Vous pourriez penser que j'ai passé ces premières semaines à regarder par-dessus mon épaule, attendant que la police frappe à la porte ou que mon père surgisse d'un buisson. Mais la vérité est que le silence a été absolu. Il était lourd, oui, mais c'était la lourdeur d'une épaisse couverture, pas d'un fardeau. Je me suis installé dans la vie aux Sentinelles. Il a bien mérité son nom. La sécurité était de niveau militaire. Mon nom n'était pas sur la sonnette. C'était juste un numéro. Mon courrier allait à une boîte postale gérée par un service tiers. J'étais, à toutes fins utiles, un fantôme. Et en parlant de fantôme, j'ai décidé qu'il était temps de changer ma façon de me déplacer dans le monde. La Honda Civic avait fait son temps. C'était le camouflage parfait pour un homme qui faisait semblant d'être fauché. Mais je n'étais pas fauché. En fait, sans le drainage financier constant des prêts à Eden ou de l'achat de cadeaux coûteux pour acheter l'affection de ma mère, mes économies s'accumulaient plus vite que jamais. Je suis allé chez un concessionnaire à la périphérie de la ville. Je ne voulais pas de voiture de sport cette fois. La Porsche avait été une question de vitesse, de tape à accent grave-l'œil, de prouver que j'étais jeune et que j'avais réussi. Cette phase de ma vie était terminée. Je voulais autre chose maintenant. Je voulais une forteresse sur roues. J'ai acheté une Rolls-Royce Ghost. Elle était d'un bleu nuit profond, presque noir. Quand je fermais la porte, le son était comme celui d'un coffre-fort de banque qui se fermait. C'était lourd, solide et impénétrable. La conduire, c'était comme flotter dans une capsule pressurisée, séparée du bruit et du chaos du monde extérieur. Ce n'était pas seulement une voiture. C'était une déclaration à moi-même. J'étais en sécurité. J'étais isolé. Mais juste au moment où je m'habituais à la paix, le passé a essayé de revenir en rampant. Ça a commencé par un email à mon adresse professionnelle. C'était de tante Sarah. Il faut que vous compreniez Sarah. C'était la sœur cadette de ma mère, la gentille. C'est elle qui me donnait des bonbons en cachette quand maman me mettait au régime à 10 ans. C'est elle qui m'écoutait quand je pleurais parce que papa avait manqué ma remise de diplôme. J'avais un faible pour elle. L'objet était simplement « café ». Le corps de l'email était court. Josh, je ne demande rien. Je ne suis pas une espionne pour eux. Je veux juste voir si mon neveu est en vie. S'il te plaît, juste 10 minutes. Mon instinct était de le supprimer. Mon avocat, Evans, m'avait dit de maintenir le silence radio, mais une partie de moi, celle qui désirait encore un lien avec mon histoire, a hésité. Elle n'était pas eux. Elle était là à la fête, oui, mais elle n'avait pas crié. Elle avait juste l'air triste. J'ai répondu, mardi, 10 heures, le café au coin de la 5e et de Maine. N'amène personne. Je suis arrivé 30 minutes en avance. Je me suis assis au fond, regardant la porte. Je voulais m'assurer qu'elle ne traînait pas papa ou Eden derrière elle. À 10 heures précises, Sarah est entrée. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'à la fête. Ses épaules étaient affaissées et elle portait un manteau qui avait l'air un peu effiloché au poignet. Elle a commandé un thé et s'est assise en face de moi. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle m'a juste regardé avec des yeux larmoyants. « Tu as l'air en forme, Josh », a-t-elle dit. « Reposé ? Tu as l'air reposé. » « Je le suis », dis-je en gardant les mains sur la table. « Comment vont-ils ? » Je n'avais pas l'intention de demander. C'est juste sorti. Sarah a soupiré et a remué son thé. C'est grave, Josh. Pire que tu ne peux l'imaginer. Elle a ensuite comblé les lacunes des 90 derniers jours. C'était un catalogue de catastrophes. Les investisseurs n'étaient pas simplement partis. Ils avaient intenté un procès. L'entreprise de papa était en liquidation. La banque avait saisi la maison familiale 3 semaines après la fête. Ils ont eu 30 jours pour quitter les lieux. Où habitent-ils, ai-je demandé, ressentant un étrange mélange de pitié et de détachement. Un appartement de 2 chambres près de l'aéroport, a dit Sarah. C'est bruyant. Le chauffage est intermittent. Ta mère, elle ne le supporte pas bien.
Elle passe la plupart de ses journées à pleurer, accusant le monde cruel de lui avoir enlevé son statut. Elle a dû vendre ses bijoux, tous. Et papa? Il conduit pour une application de covoiturage, a-t-elle murmuré. Robert Vance, qui commandait autrefois des salles de conseil, conduit des étrangers à l'aéroport pour des pourboires. Il est amer, Josh. Il est si en colère. Et Eden? Sarah a laissé échapper un rire court et sec. L'enfant chéri. Il a finalement dû trouver un travail. Il travaille de nuit dans un entrepôt, emballant des boîtes. Il déteste ça. Il se déclare malade la moitié du temps. Chloé l'a largué publiquement sur les réseaux sociaux le lendemain de la fête. J'ai pris une gorgée de mon café noir. Il avait un goût amer, mais propre. Ils l'ont bien cherché, Sarah. Tu le sais. Je sais, a-t-elle dit. Je le sais. Mais ce sont toujours tes parents. Ce sont des gens qui ont essayé de m'escroquer, les jeux corrigés. Ils n'ont pas seulement fait une erreur. Ils ont comploté. Ils ont planifié. Ils allaient me laisser sans rien. Sarah a tendu la main sur la table pour essayer de toucher la mienne. J'ai reculé. Ils souffrent, Josh, a-t-elle plaidé. Ils n'ont pas d'argent pour un avocat. Ils n'ont pas. Ils ont à peine de la nourriture dans le frigo certaines semaines. Les médicaments pour la tension de papa sont chers. C'est pour ça que tu es là, ai-je demandé, ma voix se durcissant. L'argent? Non. Sarah a semblé choquée. Non, je le jure. Je voulais juste. Je voulais savoir s'il y avait un chemin vers la réconciliation. Peut-être juste un appel téléphonique, juste pour que ta mère entende ta voix. Elle pense que tu l'as abandonnée à la mort. Elle m'a abandonné quand elle a accordé plus de valeur à mon compte en banque qu'à ma confiance, dis-je. Puis je l'ai vu. Le téléphone de Sarah était face contre table, mais la surface de la table était en verre et dans le verre, je pouvais voir la faible lumière rouge pulsante d'une application d'enregistrement. Mon cœur ne s'est pas brisé cette fois. Il s'est juste durci comme de la pierre. Tu enregistres ça, ai-je déclaré platement. Sarah se figea. Quoi? Non, J'ai tendu la main et j'ai retourné son téléphone. L'écran était lumineux. Enregistrement en cours 14h02. C'est pour qui, ai-je demandé. Maman? Est-ce qu'elle attend dans la voiture ou c'est pour un avocat? Est-ce qu'ils essaient de me faire admettre un abandon pour pouvoir me poursuivre pour une pension alimentaire? Le visage de Sarah s'est décomposé. Elle a commencé à pleurer. Des larmes laides, désespérées. Ils m'ont forcé, Josh. Je suis désolé. Ils ont dit. Ils ont dit que si je ne les aidais pas à te joindre, ils me couperaient les ponts aussi. Je dois de l'argent à ton père depuis des années. Il a menacé de me poursuivre. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix, dis-je en me levant. Attends. Sarah a attrapé ma manche. S'il te plaît, ne pars pas. Ils sont désespérés. Ils allaient utiliser cette cassette pour montrer que tu es mentalement instable et vindicatif. Ils veulent contester la vente du Penthouse. Ils pensent que s'ils peuvent prouver que tu as agi par malveillance, ils peuvent annuler le trust. J'ai ri. C'était un son fort et rauque qui a fait se retourner les autres clients. Dis-leur d'essayer, dis-je. Dis-leur que mon avocat, Evans, a un dossier épais de preuves de leur fraude. Dis-leur que s'ils déposent un seul papier au tribunal, je remettrai ce dossier au procureur de district. Je n'ai pas porté plainte parce que je voulais en finir avec eux. Mais s'ils s'en prennent à moi à nouveau, je les mettrai en prison. Papa pour fraude, maman pour complicité, et Eden pour vol de voiture qualifiée. Assure-toi qu'ils le comprennent. Josh, s'il te plaît. Et Sarah? Je me suis penché, la regardant droit dans les yeux. Perds mon numéro. Si tu me contactes à nouveau, je considérerai cela comme du harcèlement, et je déposerai une ordonnance restrictive contre toi aussi. Je suis sorti du café. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma Rolls-Royce. La lourde porte s'est refermée, isolant le bruit de la rue et les sanglots pathétiques de la femme que j'appelais autrefois ma tante. Je suis resté assis là un moment, agrippant le volant en cuir. Mes mains tremblaient, juste un peu, pas de peur, d'adrénaline, et de la réalisation finale et absolue que la pourriture dans ma famille était plus profonde que je ne l'avais jamais imaginé. Ce n'était pas seulement le noyau.
L'arbre entier était empoisonné. J'ai démarré le moteur. Le V12 a murmuré à la vie. Je suis parti, laissant le dernier lien avec mon passé dans le rétroviseur. Cette rencontre avec tante Sarah a été les funérailles dont je n'ai jamais su que j'avais besoin. Elle a enterré le dernier espoir persistant que peut-être, juste peut-être, il y avait un malentendu. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que de la manipulation et de la survie. 1 an s'est écoulé depuis la fête de la signature. Ma vie est maintenant méconnaissable par rapport à l'existence frénétique et stressante que je menais autrefois. Je n'ai pas perdu le partenariat dans mon cabinet. En fait, la cruauté que j'ai montrée dans ma vie personnelle semble s'être traduite par une nouvelle confiance dans mon travail. Marcus, mon patron, m'a promu il y a 3 mois. Je suis maintenant un associé senior. Mais le plus grand changement n'est pas dans mon titre ou mon compte en banque. C'est dans le silence. Je me réveille le samedi sans redouter un appel téléphonique. Je prépare le dîner sans m'inquiéter que quelqu'un débarque et critique mes meubles ou demande un prêt. J'ai réalisé que pendant 37 ans, j'avais porté un sac à dos plein de briques. J'étais tellement habitué au poids que je n'ai pas réalisé à quel point il était lourd jusqu'à ce que je le laisse tomber. Cependant, l'univers a une façon de tester votre résolution une dernière fois. La semaine dernière, je quittais un restaurant du centre-ville. J'étais avec une femme nommée Elena. On se voit depuis quelques mois. Elle est intelligente, elle est gentille, et surtout, elle vient d'une famille qui respecte les limites. Elle connaît mon histoire, et elle ne juge pas. Elle me tient juste la main quand l'ombre traverse mon visage. Nous marchions vers la Rolls, riant de quelque chose de stupide, quand un homme est sorti de l'ombre d'une ruelle. C'était Eden. J'ai failli ne pas le reconnaître. Il était mince, décharné, vraiment. Il portait un sweat à capuche délavé et un jean qui avait connu des jours meilleurs. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que ses 33 ans. Elena a serré mon bras fort. Josh. C'est bon, dis-je en me plaçant entre elle et lui. Reste en arrière. Eden ne m'a pas chargé. Il n'a pas crié. Il est juste resté là, tremblant légèrement dans le froid de l'automne. Salut, frangin, a-t-il rappé. Sa voix était rauque, comme s'il avait fumé des cigarettes bon marché pendant 1 an. Eden, dis-je. Ma voix était neutre. Tu ne devrais pas être ici. Tu sais, Evans t'a envoyé la mise en demeure. Je sais, a-t-il dit en regardant ses chaussures. Je ne suis pas là pour. Je ne suis pas là pour papa ou maman. Alors pourquoi es-tu là? Je voulais juste. Il a levé les yeux et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. La défaite. Je voulais juste dire que tu avais raison sur tout. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence s'installer. Papa boit toute la journée maintenant, a poursuivi Eden, les mots se déversant comme s'il ne pouvait plus les retenir. Quand il ne conduit pas, il boit. Il t'accuse. Il m'accuse. Il accuse tout le monde sauf lui-même. Maman est. Elle est juste partie mentalement. Elle s'assoit dans cet appartement et parle à la télé. Ce n'est pas mon problème, Eden, dis-je. Je sais, a-t-il dit. Je sais. J'essaie juste de m'en sortir. J'ai trouvé un 2e emploi. J'économise pour déménager dans un autre état. M'éloigner d'eux. Bien, dis-je. Tu devrais. Il a regardé la Rolls-Royce derrière moi, puis Elena, puis de nouveau moi. Tu as gagné, Josh. Tu t'en es sorti. Je voulais juste demander, comment as-tu fait? Comment as-tu simplement éteint la culpabilité? C'était l'héritage que j'avais reçu de mes parents. La culpabilité. Une émotion militarisée conçue pour me maintenir dans le rang. Je ne l'ai pas éteinte, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. J'ai juste réalisé que je me mettais le feu pour vous tenir tous au chaud, et que j'étais à court de carburant. Eden a hoché la tête lentement. Il avait l'air de vouloir demander de l'argent. Je pouvais voir le tic dans sa main, le désespoir dans sa posture. 100 $ signifierait le monde pour lui en ce moment. Mais je savais ce qui se passerait si je lui donnais $1. Il le dirait à maman. Si je lui donnais un pouce, il prendrait un mile. La porte devait rester fermée, verrouillée, boulonnée. Au revoir, Eden, dis-je. Tu ne peux pas juste, a-t-il commencé, la voix brisée. Juste pour le bon vieux temps.
Un billet de 20. J'ai faim, Josh. C'était le test ultime. Mon frère mourant de faim devant moi. J'ai mis la main dans ma poche. Elena me regardait, retenant son souffle. J'ai sorti une carte. Ce n'était pas une carte de crédit. C'était une carte de visite d'un refuge local et d'une agence de placement que mon cabinet aidait bénévolement. Ils servent des repas chauds jusqu'à minuit, dis-je en la lui tendant. Et ils peuvent t'aider avec ton CV si tu es sérieux au sujet de déménager. Eden a regardé la carte avec dégoût. Il l'a jetée par terre. Tu es un monstre, a-t-il craché. Le masque de l'humilité a glissé, révélant le même gamin suffisant en dessous. Tu as tout et tu me donnes un bout de papier. J'espère que tu pourriras dans cette voiture de luxe. Il s'est retourné et s'est éloigné dans l'obscurité, me maudissant à chaque pas. Je l'ai regardé partir. Il y a un an, cela m'aurait anéanti. Je lui aurais couru après, lui aurais donné $500 et me serais excusé d'avoir réussi. Mais ce soir, je n'ai ressenti que du soulagement. Je me suis penché et j'ai ramassé la carte. Je l'ai dépoussiérée. Tu vas bien, a demandé doucement Elena en me touchant l'épaule. Ouais, dis-je en prenant une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. Je vais mieux que bien. Je suis libre. Nous sommes montés dans la voiture. En partant, je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Il n'y avait rien derrière moi qui valait la peine d'être regardé. J'ai une nouvelle vie maintenant. J'ai une maison que personne ne peut me prendre. J'ai une partenaire qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. Et surtout, j'ai ma dignité. Ils ont essayé de voler ma maison. Ils ont fini par voler mes illusions sur la famille. Et honnêtement, c'était un juste échange. J'ai renoncé à un fantasme de famille aimante. Et en échange, j'ai récupéré ma réalité. C'est mon histoire. Elle est laide. Elle est désordonnée et elle est douloureuse. Mais je l'ai partagée avec vous parce que je sais que je ne suis pas le seul. On nous apprend à croire que la famille est sacrée. Que le sang est plus épais que l'eau. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la citation complète est en fait, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de l'utérus. Les liens que vous choisissez de créer sont plus forts que ceux avec lesquels vous êtes nés. L'abus financier est un véritable abus. Il ne laisse pas de bleu, mais il laisse des cicatrices. Il détruit votre avenir pour payer les erreurs de quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans une situation où l'amour est transactionnel, où votre valeur est mesurée par votre utilité, où les limites sont traitées comme des insultes, vous devez vous en sortir. Vous devez tracer la ligne, même si votre main tremble en le faisant. Ne vous mettez pas le feu pour tenir les autres au chaud. Vous n'êtes pas une ressource. Vous êtes une personne. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique pour vous sauver? Ou êtes-vous en train de lutter avec cette décision en ce moment? Quelle est la seule limite que vous auriez aimé fixer plus tôt? Laissez un commentaire ci-dessous avec votre histoire. Ou si vous êtes d'accord que la paix vaut le prix, commentez simplement « bien ». Cela me permet de savoir que nous sommes dans le même bateau, construisant nos propres forteresses de paix. Merci d'avoir écouté. Restez en sécurité, restez fort et protégez votre paix.